Et salut à tous et bienvenue sur Backstage pour un nouvel épisode où aujourd'hui nous recevons un nouvel invité. C'est une première pour nous, on va plus rentrer dans la formation autour des métiers de l'audio avec Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour. Le principe du podcast, on en parlait un petit peu en off, on va te poser pas mal de questions sur tes goûts, sur ton passé, sur ton actualité et on va en savoir un petit peu plus sur toi, d'autant que on va le découvrir un peu plus tard, tu démarres une nouvelle activité et ça va être intéressant d'en parler un petit peu. Carrément. La première partie, ça va être un profil artistique qui est un peu sous forme d'interrogatoire, donc on va te poser tout un tas de questions et le but c'est d'y répondre de façon un peu plus concise. Allez, c'est parti. Alors première question, nom, prénom. Grandin Stéphane. Nationalité. Française, jusque-là j'ai bon. Tout va bien, tout va bien. Ton âge. 48. Ta profession. Technicien son. Ok. Depuis combien de temps tu fais ça? Depuis 28 ans. Eh. Ça va. Hein. Ah ouais. Alors je suis technicien son, je suis enseignant. Ouais, voilà, c'est un directeur, peu plus complexe. Voilà. Et jongleur aussi à temps perdu. ça remplit pas le frigo, quoi. Quels sont tes goûts musicaux? Oula, mes goûts musicaux, on va dire que je suis... allez, on va dire tout ce qui va être... le hip-hop, le trip-hop, un peu électro, toutes ces choses-là, la musique un peu extrême. On va partir pour les gens qui connaissent peut-être Amon Tobin, Square Pusher, Aphex Twin. Et après ça va sur Portishead, Björk, j'en sais rien. D'accord. Il y en a beaucoup, ouais, voilà. Est-ce que tu es fan de littérature? Non, malheureusement pas trop. Mm-hmm. Ouais, je suis pas hyper... Enfin, je lis pas beaucoup, je lis pas assez en tout cas. En tout cas, les seules choses que je lis et qui peuvent me passionner, c'est tout ce qui va parler de technique, ouais. Ou qui va avoir un rapport avec... le son au cinéma, le son à l'image ou des choses comme ça. Ça m'intéresse beaucoup de lire des choses comme ça en fait. Ok, si tu as quand même un ouvrage qui t'a marqué, peut-être Alors ouais, il y en a beaucoup, hein, mais je pense que celui que je relis assez souvent, c'est l'Audiovision de Michel Chion en fait, qui est pour moi une espèce de bible pour mon métier. C'est très très bateau. Là, je pense qu'on vient de perdre tous les élèves qui ont fait un BTS audiovisuel. Ils viennent tous de mourir là. C'est bien parce que dans les précédents podcasts, on a eu, on a eu les fourmis, on a eu le Seigneur des Anneaux, on a pu non, je ne lis pas de romans ou enfin non, j'ai vraiment. Après oui, je lis de la BD, mais je pense que c'était pas la question quoi. Ouais, non, ça pourrait, hein. Ça pourrait la BD, bah tiens. Bah la BD ça serait Ghost in the Shell en priorité, Akira, voilà, des choses comme ça quoi. Ok, ouais, d'accord. Un attrait pour la peinture ou une autre forme d'art même? Pas franchement la peinture, on va dire plutôt, s'il y a d'autres formes d'art, ça va être la danse contemporaine, ça j'aime beaucoup. Après il va y avoir forcément tout ce qui va avoir un rapport à l'image, donc le cinéma, c'est quand même quelque chose qui est assez viscéral. La musique évidemment, puisque j'en fais aussi. Et après, on va dire que d'un point de vue art contemporain, ce qui me plaît, ce qui me passionne, ça va être tout ce qui va avoir un rapport avec le son. Donc j'ai un immense respect pour tout ce qui est... alors c'est plus de la recherche peut-être pour certains, mais tout ce qui va être les choses qui ont tourné autour du GRM, le groupe de recherche musicale avec avec Schaeffer ou même John Cage, des gens comme ça en fait, que je trouve... ils ont une manière de parler du son qui est assez passionnante et hyper poétique. John Cage en priorité, bien sûr, évidemment. Quoi. Ok, et si on devait choisir, tu serais plutôt audiovisuel, jeux vidéo ou théâtre? Oh, c'est chaud ça. C'est chaud, hein. Ah ouais, si je dois partir avec un seul? Allez, ouais, soyons fous, un seul. Ah, c'est compliqué. Je pense que je partirai avec ma borne d'arcade et mes 35 000 jeux. Bon, jeux vidéo, quoi. Ouais, jeux vidéo, ouais. Alors, voilà, le cinéma, j'aurais les boules, mais je serais actif au moins. C'est nul ce que je viens de dire, je suis actif. Non, on est actif quand on regarde un film. Oui, aussi, d'ailleurs. Non, elle est nulle, ta question. C'est pas ma réponse qui est nulle. Et d'ailleurs, dans le jeu vidéo, il y a quoi comme... si t'as un jeu, même ou 3 jeux à retenir, ce serait lesquels? Final Fantasy VII. C'est marrant, hein, tout le monde dit ça. Ouais, mais c'est mon âge aussi. Enfin, moi, je l'ai pris en pleine gueule. C'est le premier RPG que j'ai pris dans la tronche. Après, il va y avoir des espèces de jeux vidéo qui sont pas forcément formidables, mais je pense qu'il y en a un qui m'a marqué. À chaque fois que je l'ouvre, je me fais, mais en fait, pourquoi ce jeu-là t'a marqué? Mais je pense que c'était au niveau visuel. Il y avait quelque chose. C'est quand j'ai eu
mon Amiga 500, putain ça remonte, avec Shadow of the Beast, qui a été un jeu qui a été, qui pour moi ça a été une claque au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance. Et après derrière évidemment ça a été Flashback. En fait. Oui. Forcément. Qui a été pour moi la deuxième claque. Voilà, c'est des jeux qui sont pas très récents, mais qui ont marqué pour moi vraiment mon attrait pour tout ce qui est vidéoludique, comme diraient les anciens comme moi. Rigolez pas là-bas. Je vois des gens qui sourient. Ah mais elles sont jeunes. On a donc on le dit pour les gens qui nous écoutent, on est avec Célia et Sabrina qui sont en cabine. Enfin, à côté de la cabine et qui se foutent de nous parce qu'elles ont 24 ans quoi. Ouais. Vidéoludique ça existe elles ont encore. Même moins. Attends, moins. C'est-à-dire combien, Célia, dis-nous. 22. 22. Ah, 22. Elles sont même plus jeunes que ça. Tiens. Bah, tu les fais pas, tu fais plus. Voilà. Ah, voilà. Alors puisque là on était dans le jeu vidéo, allez, j'ai senti que le film c'était un déchirement. Ah oui. Alors le film. Alors les films, beaucoup de SF évidemment, mais pas que. S'il y avait, j'ai le droit de partir avec plusieurs films oui, bien sûr. Dans la sacoche. Ouais. Ok, alors Blade Runner, pas celui de Villeneuve. Oui, évidemment. Évidemment pas, vraiment pas. Mais je pense que je parle juste une petite parenthèse sur celui de Villeneuve en fait. C'est juste que moi j'ai un problème avec Ryan Gosling en fait. Ah voilà. D'accord. Et c'est juste ça. C'est juste ça. Peut-être que je l'aimerais le nouveau, mais je pense que j'ai un problème avec cet acteur. Ensuite, il y aurait Eternal Sunshine de Michel Gondry. Que je peux regarder 10 fois à la suite en me disant mais c'est incroyable et c'est beau et c'est beau. Plus belle histoire d'amour au cinéma pour moi. Brasil. Et après Alien le premier parce que je pense que pour moi c'est la première scène, la visite du Nostromo, je peux m'endormir avec quoi. C'est vraiment le film de chevet que j'adore kiffer jusqu'à ce qu'il y ait le petit truc là qui fait balancier là. Je sais pas si tout le monde a cette image. Voilà. Et après la planète des singes fait partie des classiques. Enfin j'en sais rien, il y en a beaucoup. Je partirai avec une vidéothèque en fait. Ça va, c'est ouais, bien. Avec Vidéo Future sous le bras je pense. Ça n'existe plus non plus. Ça. Allez soyons fous, faisons pareil avec des albums. De musique ? Ouais. Waouh. Alors ça c'est encore plus compliqué parce que là je suis un peu boulimique moi en musique donc bon. Alors je ne sais pas. Franchement c'est impossible à choisir. Si allez le Herbie Hancock, le Maiden Voyage de Herbie Hancock qui est pour moi un album de jazz de fou qui m'amène très loin à chaque fois que je l'écoute. Le Sacre du Printemps. Voilà, qui pour moi au niveau musique classique, là je fais le malin mais quand je parle de musique classique je suis vraiment pas un connaisseur. C'est que j'ai eu la chance en fait l'an dernier je travaillais à l'Orchestre du Capitole et je l'ai vu je l'avais écouté, c'était quelque chose déjà que je trouvais puissant mais je l'ai écouté en répétition, je l'ai vu en vrai et ça m'a retourné quoi, donc voilà, le Sacre du Printemps je pars avec sans problème. 2-3 compiles de James Brown obligatoire, l'intégralité des Wu-Tang. Tous les albums d'Amon Tobin, je sais pas, j'en sais rien, là, tellement. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Bah voilà, ça clôture ton petit entretien, ton petit interrogatoire. Oh, ça va, c'est pas trop violent. Ça va, c'est pas violent. Le but c'était pas de l'être. Hein. On va passer à notre deuxième partie qui va plus concerner ton actualité. Alors, tu viens d'arriver en région montpelliéraine avec une école, l'école acoustique, donc qui est basée à Saint-Jean-de-Védas, pour ceux qui connaissent, en Collé à Montpellier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais. Alors, il faut parler un petit peu de beaucoup de choses pour parler de cette école. Donc, moi, je suis technicien son. 60% de mon activité, c'est le son à l'image. Depuis 7 ans, un peu plus même maintenant, je travaille dans beaucoup d'écoles, dans plus d'une dizaine d'écoles en France, en tant qu'intervenant audio. Donc, où on m'a appris pour faire de la prise de son, du mixage, de la post-production, de l'écriture sonore. Enfin, j'ai fait, bon, en tout cas dans mon activité, ça c'est sûr. Et sans vouloir trop rentrer dans les détails, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que enseigner, c'est quelque chose que j'ai trouvé passionnant. Déjà, pour une chose très simple, c'est que ça m'a permis de mettre des mots en fait sur des techniques. Ça peut paraître très con, mais je fais une analogie avec la psychanalyse en fait, où quand on met des mots sur des mots, en fait,
vous voyez ce que je veux dire, ben, en fait, ça permet de les comprendre. Le fait d'enseigner et de devoir écrire des modules de cours, ça m'a permis aussi de devenir un petit peu, je pense, un petit peu, en tout cas pas en français, un petit peu meilleur. D'un point de vue technicien. Mais ça m'a obligé aussi d'aller gratter dans pas mal de choses que je soupçonnais pas en fait, que je pensais avoir complètement acquises, je pense qu'on peut le dire comme ça, et qui au final en fait, quand j'ai dû enseigner certaines parties, ça a nourri en fait, l'enseignement a nourri mon côté technique. Puis autre chose aussi, c'est que les élèves, eux, arrivent avec un savoir-faire, avec une culture. On a tendance à quand on est un professionnel, peut-être pas tout le monde, alors peut-être que c'est moi qui suis un gros con, hein, j'en sais rien, désolé pour le gros mot, mais on a peut-être tendance à trop s'asseoir un petit peu sur ce qu'on sait, en croyant que ce que nous ont appris les gens qu'on a croisés, et puis notre expérience, est presque la seule qui vaille. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que ces élèves, en fait, qui arrivent avec peut-être pas toutes les connaissances techniques que j'avais, mais arrivent avec une culture. Et cette culture-là, en fait, on ne peut pas l'écarter. Et il faut s'en nourrir. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, en fait, parce que c'est un vrai échange. Être enseignant, c'est un échange. Donc ça a été la première chose, en fait, qui a été assez fondateur pour moi dans ce métier-là, en tout cas. Et après, il y a eu un autre constat qui est très personnel, hein, voilà, je n'incrimine personne, hein, mais où je trouve que l'enseignement, de manière générale, dans les métiers techniques de l'audio, sont pas forcément tout le temps pris au sérieux. Alors, je dis ça d'une manière un petit peu catégorique, mais je vais l'expliquer d'une autre manière. Je pense qu'en fait, on a un problème au niveau de l'enseignement de l'audio, dans le sens où la plupart des gens ne voient que par le prisme de l'image. L'image, c'est quelque chose, quand on est petit, quand on est au collège, au primaire, ou des choses comme ça, on a tendance à nous amène voir des expos d'art contemporain, nous amène voir des expos de photos, des expos de sculpture, des expos de peinture. Mais je pense qu'on peut tous poser la question autour de soi, qui est allé voir des expos d'art sonore? Alors que l'ouïe est quelque chose, en fait, qui est hyper développé chez l'être humain, et c'est quelque chose qu'on ne développe pas chez les enfants, chez les ados et tout ça. Donc du coup, je pense que vous prenez n'importe quelle école de cinéma, je ne veux pas dire que toutes les écoles de cinéma se ressemblent, hein, mais beaucoup en fait, il va y avoir des gros moyens qui vont être mis sur l'image, en achetant par exemple des grosses caméras, des choses comme ça, et d'un point de vue de l'audio, c'est un petit peu la dernière roue de la charrette. Mais j'ai l'impression que c'est pour tout en fait, c'est-à-dire que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans le cinéma, que ce soit même dans des studios même où on va leur enseigner le studio d'enregistrement. On va jamais jusqu'au bout. C'est quelque chose que je comprends pas. Par contre, quand il s'agit d'images, ils vont avoir des réflecteurs, ils vont avoir des lumières, ils vont avoir des caméras ARRI, ils vont avoir des optiques. Et quand je parle des optiques, c'est plein d'optiques. Bon, mais voilà. Ça, c'est le genre de choses, en fait, qui, moi, m'a un peu frustré en tant qu'enseignant. Quand j'ai enseigné, alors il y a des écoles où il y a le matos, hein, je ne suis pas en train de dire que toutes les écoles ne font pas le taf, loin de là, hein, mais il y a cette espèce de truc qui, moi, me posait un petit peu problème. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un espèce de chemin pour essayer de combler ce truc que je trouve un petit peu anormal, à mon sens. Et après, il y a toute cette histoire, en fait, où les histoires de diplômes qui, moi, dans mon métier, personnellement, enfin, je pense qu'on pourrait poser la question à n'importe quelle boîte de prod ou quoi que ce soit. Je dis pas qu'un diplôme, c'est inutile, hein, je suis pas en train de dire ça, bien au contraire. Mais en l'occurrence, on a tendance à oublier que dans notre métier, ce qu'on cherche, c'est de la compétence. Et c'est pas forcément un diplôme. Si, par exemple, demain, je montais une école privée, ce que je suis en train de faire. Personnellement, je peux monter un diplôme, il n'y a pas de souci, ce serait le diplôme de mon école. Je pourrais très bien, dans 4 ans, avoir le RNCP, il n'y a pas de souci non plus. Mais ça ne garantit pas à un élève de pouvoir être embauché à la sortie. Ce qui va garantir dans mon métier, et je parle bien de mon métier, hein, et de la compréhension que j'en ai, je pense que si j'avais des gens en face, peut-être qu'il y aurait des gens il y a sûrement des gens qui pensent différemment de moi, hein, c'est pas un souci, mais de mon point de vue et de mon analyse, je pense que les élèves ont besoin d'avoir, j'ai tendance à dire, des têtes bien faites pour ce métier,
mais aussi des têtes bien pleines, c'est-à-dire d'un point de vue technique, il faut leur apprendre des choses. Mais aussi, il faut leur apprendre à comment ça fonctionne dans ce boulot-là. Si c'est pour leur dire, en fait, venez, il n'y a pas de souci, à la sortie, vous allez avoir du boulot, je pense que c'est un petit peu déjà leur mentir. Il faut bien leur expliquer qu'on est dans un métier où il y a du taf, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas du taf pour tout le monde. Il faut avoir un tempérament pour faire ce travail-là, et il faut avoir compris les tenants et les aboutissants. On n'est pas, à l'heure actuelle, on n'est pas dans une formation où il faut spécialiser les gens. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Si demain, je prends un élève et je lui dis « T'inquiète pas, mon grand, je vais te former et je vais te former à devenir un technicien son de studio », la problématique qui va se passer, surtout quand on connaît l'état de l'industrie du disque, parce que la plupart des gamins, ils veulent aller travailler dans un studio de musique. En fait, c'est ça qu'ils ont envie. Et ce fantasme-là, il faut absolument pas le casser. Il faut leur dire, cet objectif-là, tu le gardes, mais tu le mets un petit peu plus loin. La première chose que tu dois apprendre dans l'école, c'est savoir comment tu dois faire pour faire ton réseau. Et ça, pour moi, c'est primordial. Donc voilà, l'histoire de monter cette école, en fait, ça a été cette espèce de raisonnement de me dire, bon, faisons les choses un petit peu différemment. Beaucoup de gens croient au diplôme, beaucoup de gens croient à des formations telles qu'elles existent à l'heure actuelle. Moi, je pense qu'il y a un chemin qui est un petit peu différent. Au niveau du diplôme, bof, proposons plutôt de la certification. Allons chercher des entreprises, en fait, qui sont sur le marché, qui sont reconnues, comme Avid pour Pro Tools, Smart pour le calage système, Vice pour les jeux vidéo, enfin il en existe plein. Allons les contacter, c'est ce que j'ai fait moi pour l'école, et faisons-les venir à l'école en fait, et montrons-leur en fait qu'il y a un outil de travail, un vrai outil de travail qui ressemble à quelque chose de concret. Et l'idée après derrière, c'est de leur dire quelle certification vous pouvez donner aux élèves. À mon sens, en faisant ça, ça donne des compétences aux élèves. C'est-à-dire que demain, moi, en tant que professionnel, en post-production, par exemple, de l'image, du cinéma, imaginons que j'ai un gamin qui vienne me voir à la sortie de l'école. En gros, qui me dise qu'il a un bachelor, qu'il est un RNCP, tout ça, honnêtement, et je pense que je suis pas le seul à le penser, on s'en fout en fait. Ouais, complètement. Ça nous intéresse pas en fait qu'il ait ces diplômes-là. Moi, la chose qui va m'intéresser, mon grand, est-ce que tu sais faire une mise en place en fait d'une session Pro Tools cinéma? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que tu sais, tu connais parfaitement le routing dans Pro Tools? Est-ce que tu sais faire une prise de son? Voilà, c'est les choses qui vraiment vont m'intéresser. Ça, pour que je puisse le savoir, il faut que la personne, je puisse la prendre dans mon studio, que je la vois travailler. Mais encore une fois, il faut avoir du temps pour faire ça. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise que ce gamin, quand il sort, il est compétent. Si c'est une école en fait qui lui donne un diplôme, ce diplôme, quelle valeur il a concrètement? Pour moi, la compétence, elle ne peut être donnée que par quelqu'un qui est à l'extérieur de l'école. Donc c'est le pari que je fais. Voilà. Le deuxième pari que je fais, c'est aussi de dire, faisons en sorte que les élèves aient un outil pédagogique. Pas quelque chose en fait qui va que briller. Alors évidemment, si on regarde les photos de l'école, je vais pas vous mentir, j'ai mis des photos pour que ça brille, parce qu'il y a du matos, donc voilà, je sais que les gamins ça va leur faire plaisir, et puis ils vont voir du matos. Mais ça suffit pas en fait ça. Moi c'est pour ça que j'insiste pour que les gens viennent voir l'école, que je puisse leur expliquer concrètement ce qui se passe dans l'école par rapport au contenu pédagogique. Et contenu pédagogique, le matériel en fait partie. En gros, ce qui est important pour un technicien son, c'est le signal, c'est comprendre le signal en fait. S'il arrive dans un studio, par exemple, un studio musique, par exemple, où tout est câblé, il appuie sur on, ça fonctionne. En fait, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend rien. Donc en fait, il faut que systématiquement, tout ce qu'il a à faire dans l'école, ce soit un outil d'expérimentation. Qu'il ait assez de micros pour pouvoir expérimenter, qu'il ait un studio d'enregistrement qui ne soit pas patché à l'avance, mais qu'à chaque fois qu'il vient, il y ait une expérience qui puisse tenter au niveau du patch, que les réseaux audio numériques soient présents dans l'école, que ce soit du DAN, du MADI, de la ES50, etc. Donc l'idée de l'école, en fait, c'est tout ça. C'est de se dire, bon, essayons de faire le job. C'est horrible de dire comme ça, parce que j'ai l'impression de dire que les autres ne font pas le taf. C'est pas vrai ce que je suis en train de dire. Moi, je suis allé dans des écoles, ou même dans des écoles dans lesquelles je travaillais pendant un bon moment, le taf est fait en fait. Il n'y a pas de souci. Sauf que je décide de faire les choses un peu différemment. Je décide aussi un truc qui peut paraître un peu fou à notre époque, où je sais qu'une entreprise privée, comme la mienne, du coup, puisque c'est une entreprise, l'idée c'est quand même de faire venir des élèves, donc des clients. Bon, le discours là aussi doit être clair en fait. Si les élèves viennent dans cette école, c'est pour apprendre un métier technique. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion, comme ça peut être le cas dans beaucoup de centres de formation, où on va prendre des élèves, où on va leur dire viens chez moi, c'est cool, t'es rappeur, t'es beatmaker, t'inquiète pas, tu vas faire du Ableton Live, tu vas faire du Logic, tu vas faire de...
Enfin, non, quoi. En fait, à un moment donné, si on leur apprend des techniques audio, on leur apprend les logiciels qu'on utilise, ils peuvent les voir, ces logiciels. Mais moi, en 2 ans, il faut qu'ils deviennent experts sur Pro Tools. Ils vont avoir d'autres, ils vont voir un petit peu Logic, parce que oui, ça existe aussi, mais ils vont le voir très peu. C'est-à-dire que quand on a compris Pro Tools, les autres logiciels, à la limite, c'est de la rigolade. Ils vont voir un petit peu Fairlight, parce que oui, par exemple, France Télévisions, à Toulouse, moi je sais qu'ils utilisent Fairlight. Et il faut qu'ils le voient, parce que c'est important dans un workflow de comprendre. Mais en vrai, le logiciel qu'ils doivent maîtriser à 200%, parce que c'est le logiciel qui est utilisé à 85% dans tous les studios du monde, c'est Pro Tools. Tu parles de lien avec le monde professionnel et donc de validation des acquis des étudiants à travers l'extérieur, donc le monde pro. Est-ce que c'est prévu que tu te rapproches de structures, c'est vraiment un nom lancé au hasard, mais type France Télé ou d'autres sociétés qui sont dans la région et qui proposent peut-être de l'embauche à terme, quoi. Ouais, ça évidemment. Alors j'y suis allé on va dire avec parcimonie. Mon premier défi, ça a été de construire l'école. Voilà. Alors je suis pas tout seul, évidemment. C'est pas tout ce que je viens de parler, c'est des choses aussi que j'ai pas sorti du chapeau parce que je suis un génie et que je me suis dit ce constat est là. C'est un constat que j'ai fait avec plein d'autres ingé-sons, plein d'autres intervenants où on s'est dit il faut faire ça, quoi. C'est-à-dire, en tout cas nous on en est convaincus et on va le faire comme ça. Après tu parles de l'industrie de l'audio. Le deuxième défi, ça a été de faire venir Avid, en fait, qui viennent voir l'école. Là, en l'occurrence, avec Avid, ce qui va se passer, c'est que les étudiants, par exemple, pourront sortir avec à peu près 7 certifications Avid, 101, 110, 130, 201, 210, Dolby Atmos, c'est 6, je ne sais pas compter. Voilà, mais bon, voilà, l'idée, c'est de les faire venir. Et après, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est pour ça que l'école est finie. C'est-à-dire qu'il y a les salles de classe, il y a des coups de peinture à mettre à droite à gauche, mais les premiers étudiants rentrent en octobre, mais ça fait déjà 1 mois et demi que l'école est complètement finie, que le matos est à l'intérieur. Ça, pour moi, c'était important. Pourquoi ? Parce qu'avant même qu'il y ait des étudiants, il faut que l'outil de travail soit validé par les pros. Pour moi, c'était important. Donc du coup, j'ai appelé, j'ai contacté tout le monde, j'ai même contacté les centres de formation de venir me visiter, qui viennent voir en fait, qui viennent voir et qui me disent concrètement, vas-y, montre-moi du doigt en fait ce qu'il n'y aurait pas pour que toi tu puisses enseigner correctement. Ou alors explique-moi ce qui te manquerait toi dans ton travail, dans ces studios-là, pour que tu puisses bosser. Moi, je trouve la démarche fantastique, parce que nous, on est venu voir un peu ce que tu faisais, et, j'ai trouvé le discours super. Est-ce que, quand tu fais venir des centres de formation, qui potentiellement sont des concurrents, est-ce que tu trouves de la bienveillance quand ils viennent visiter les locaux ? Parce que ça me paraît un peu complexe. Oui, après, c'est à moi aussi de leur dire que voilà, il n'y a pas de danger. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, l'idée, en fait, elle est... l'idée de base... C'est un business, on va pas se mentir, quoi. Je suis pas là pour raconter. Moi, j'ai pas envie de raconter des conneries aux parents ou aux élèves. Moi, les élèves, quand ils viennent, par exemple, je vais revenir sur ton explication, mais quand on regarde en fait tous les centres de formation, si on regarde, il y a un truc qui est marqué aussi sur ma brochure, mais vous allez comprendre pourquoi elle est marquée et c'est un petit peu différent. Je sais de quoi tu vas parler. Il y a une petite nuance. Mais moi, il y a quand même un truc que je trouve complètement aberrant. Alors après, peut-être qu'il y a des entreprises, mais j'en ai pas croisé, honnêtement, qui peuvent choisir leurs étudiants. En gros, une entreprise, il faut qu'il y ait des clients. Je suis désolé de le dire comme ça. Bon, alors le côté entretien, je te prends si tu me plais. Bon, on va arrêter de raconter des bêtises, en fait. Les écoles, en fait, quand t'appelles, elles te font faire un entretien, mais avant même que t'aies appelé, si t'as le niveau, évidemment, t'es pris, quoi. Ouais. Et si t'as le portefeuille qui va avec... Bon, mais moi, mon école, c'est exactement la même chose, en fait. Sauf que la différence, c'est que le discours que je vais avoir, il va être très froid. C'est-à-dire que il va être même un peu dur. C'est-à-dire que je suis pas là pour dire aux élèves, tu vas arriver à l'école, c'est cool, ça va bien se passer. Moi, l'élève, il arrive en retard, il rentre pas en cours. Voilà. Parce que quand tu arrives dans cette industrie de l'audio, si tu arrives en retard à ton travail, t'es remplacé, en fait. Donc... le cours, tu le rattraperas et tu te démerdes en fait. Si tu viens pas à l'école, je vais pas venir te chercher et effectivement tu seras pas viré, je m'en fous. Tu payes ton école, tu me payes mes vacances. Il faut avoir cette espèce de discours aussi, d'avoir cette espèce de franchise, de dire aux gens, en fait, on n'est pas des parents de substitution, on est là pour leur apprendre un métier. C'est hyper important d'avoir, à mon sens, cette espèce de discours-là pour notre métier, qui est un métier qui est dur en fait. Qui est dur, qui est pas dur dans le sens technique, parce que si on a la passion, la technique, en fait, ça va aller. Par contre, ce qui va être dur, en fait, c'est cette espèce de démarrage où il va falloir créer excusez-moi l'expression, ce putain de réseau, quoi.
Et ce réseau, on ne peut le faire que si on a les bonnes clés. C'est-à-dire que si on apprend aux élèves à avoir le bon comportement, la ponctualité, être sympa, être souriant. Je sais pas moi, mais vous allez dans un festival, vous travaillez pendant 3 jours sur un festival, vous faites 14 heures avec un gars qui a la grosse tête et qui est chiant, le gars, il est grillé en fait, il retravaillera plus. Donc d'un point de vue technique, ok, il saura peut-être faire, il peut être le meilleur technicien du monde, mais si dans sa tête, en fait, c'est un abruti et quelqu'un d'imbuvable, il travaillera plus. Bon, pour les élèves, c'est ça qu'il faut leur apprendre. C'est en fait leur faire comprendre que ce qui brille, c'est l'objet artistique, c'est pas eux. Eux, ils sont importants dans la, on va dire dans l'engrenage, c'est pas l'engrenage, mais dans la mise en œuvre en fait de l'objet artistique. Mais ce qui brille, c'est l'objet artistique. Point barre. Et pour en revenir en fait au centre de formation qui viennent me visiter, en gros, c'est aussi de dire, regardez, en fait, il y a aussi, venez voir, expliquez-moi ce que vous faites, je vais vous expliquer comment moi je vois les choses. Venez dans l'école, discutons ensemble et peut-être qu'on sera concurrents sur certains trucs, mais au moins, vous êtes au courant de ce que je vais faire. Vous êtes au courant du discours que j'ai, en fait, et rien ne vous empêche de faire, alors, aussi bien, j'en sais rien, mais rien ne vous empêche de faire pareil, en fait. Il n'y a pas d'interdiction à être honnête, en fait. Bien sûr, ouais. C'est horrible de le dire comme ça, parce que j'ai l'impression de faire une espèce de procès, mais c'est pas un procès. Hein. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, ce qui est pour moi, c'est un métier que j'aime par-dessus tout, le métier que je fais. Pour de vrai, quoi. Je suis un ultra passionné de ce métier. C'est viscéral. La matière sonore est quelque chose pour moi de viscéral. Donc je pense que c'est important de faire passer, s'il doit y avoir une passation de passion, je ne sais pas comment le dire autrement, il faut qu'elle soit dans des bonnes conditions. Ces bonnes conditions, c'est d'expliquer quel est l'environnement dans lequel ils vont évoluer plus tard. Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais. Et bon, je pense voir la philosophie de l'école. Donc j'imagine que évidemment les personnes qui vont venir intervenir sont des professionnels en place, qui sont toujours dans l'actualité du métier. Et du coup, toi, c'est quoi tes activités à côté de l'école ? Alors moi, effectivement, jusqu'à présent, j'ai on va dire 2 activités. Je fais de la musique, donc je suis sur un label, je sors des disques et tout ça. Ça n'a aucun rapport avec l'activité que je vais faire dans l'école. Mais ça fait partie d'un truc que je vais continuer à faire. L'école, forcément, va me prendre beaucoup plus de temps. Normal, ouais. Donc mon activité de technicien son va baisser. J'en suis pas forcément heureux. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait l'école avec tous les jouets que je rêvais d'avoir dans tous les studios. Donc j'ai un vrai auditorium de cinéma, j'ai plus besoin de le louer pour faire mes projets, qui est en Dolby Atmos, qui est super bien équipé, qui est acoustiquement traité. Ça aussi c'est un truc qui est aberrant. On peut pas apprendre à des gamins les métiers du son dans des endroits qui sont pas acoustiquement c'est pas traité, qui sont pas traités, oui. Ça a pas de sens en fait. Ouais. Donc voilà, il faut que tout ça ce soit cohérent. Donc du coup, moi je vais pouvoir utiliser mon école pour ma passion déjà, pour expérimenter. Je pense que je vais faire plus ça. Mais par contre, l'été, j'irai faire 2-3 festoches ou à 4h du matin, j'irai décharger du camion et monter de la grosse scène parce que c'est viscéral. Et puis je vais continuer avec certaines boîtes de prod avec qui je travaille, avec qui j'ai des atomes un petit peu crochus parce qu'on fait du doc. J'adore faire du doc, faire du son pour du doc, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Je vais continuer à le faire. Voilà, je me garde des petits projets en fait qui me tiennent à cœur et peut-être que dans la région, que je vais peut-être réaliser un rêve, peut-être que j'arriverai à faire du son pour du jeu vidéo parce que c'est un truc que j'ai jamais fait et que j'ai toujours rêvé de faire parce que je suis aussi un joueur incorrigible. Parce qu'il y a largement de quoi faire dans le coin. Ouais, ouais voilà. Donc, mais ça sera des projets choisis, ça sera voilà. Voilà, et puis ce sera surtout de la collab, je pense, parce que j'aurai pas le temps de prendre des projets en charge de manière complète comme je le faisais avant. Du temps, mais par contre, si la question est de savoir si je vais rester dans le métier, la réponse est oui. Le jour où je ne serai plus, où je ne pourrai plus parler de cette veille technologique, je pense qu'il faudra me le dire en fait. Ouais, il faudra que je dégage de la tête de cette école. Parce que ça c'est pareil. Tout ce qui se passe au niveau audio, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel au niveau des technologies. Donc je suis pas un spécialiste en tout, que les choses soient claires, je suis pas quelqu'un qui va aller faire du calage système au niveau, c'est pas mon métier. Mais par contre, je sais comment ça fonctionne. Autre chose, c'est que par exemple, on parlait tout à l'heure de l'auditorium cinéma, on sait très bien que par exemple, l'industrie du disque aussi, maintenant, la Warner, Sony Music, exige que tous les masters soient en Dolby Atmos. Donc il faut être quand même attentif à ça. C'est-à-dire que les étudiants qui vont faire du mixage studio,
il faut qu'ils comprennent comment marche le rendereur Dolby Atmos. C'est un peu un minimum de pouvoir rendre des masters en Dolby Atmos. Mais ça suffit pas en fait. Il y a toute cette évolution qui est en train d'arriver aussi sur tout le marché du live, de la VR. Toutes ces choses-là, on peut pas le regarder de loin en disant bon ben pour l'instant c'est anecdotique, on le fait pas. Non. Moi j'ai commencé à travailler avec des boîtes à Paris sur de la VR, de comment concrètement on pourrait faire du mix live en VR. Ouais, voilà. Il n'y a pas d'outils pour le moment. Donc là, on a travaillé, j'en ai parlé avec Audio Kinetics, qui est Vize en fait. J'en leur ai parlé, donc ça va remonter. On va avoir une espèce de réunion pour voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc ça aussi, c'est une espèce de souhait aussi d'avoir cette espèce d'amener les élèves sur des terrains un petit peu, pas inconnus, mais en tout cas qui sont un petit peu nouveaux. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi un partenariat avec Flux Audio, qui est un logiciel qui s'appelle SPAT Révolution, qui permet de faire du son immersif dans n'importe quel type de pièce, là où le Dolby Atmos va s'arrêter, où on est sur une structure carré rectangulaire, on va dire, sur la mise en place des boîtes, des enceintes. Le SPAT n'a pas de limite, j'ai envie de dire. On peut faire des structures pyramidales, on peut faire des couloirs, on peut faire plein de choses, ce qui permet de casser un petit peu la structure carrée, rectangle de Dolby, et de partir sur encore quelque chose d'un peu plus fou. Donc on peut imaginer des concerts dans des endroits qui sont ronds et complètement immersifs. Donc ça, par exemple, il y a 2 cursus à l'école. Donc il y a un cursus, le cursus P, qui est ouvert à des élèves qui auraient déjà fait un BTS audiovisuel. Eux vont vraiment travailler aussi sur ces nouvelles technologies-là. Alors j'ai pas la prétention de dire qu'on va être l'IRCAM du Sud, mais j'avoue que j'aimerais bien vraiment arriver par contre à faire un partenariat avec l'IRCAM, non pas pour faire la même chose, mais pour qu'il y ait des intervenants de l'IRCAM qui viennent, parce que ça a toujours été des sujets qui m'ont passionné. L'IRCAM, je pense, aurait été une école que j'aurais rêvé de faire, clairement. Ouais, d'accord. Bon ben voilà, on est assez complet sur l'actualité. On a oublié des choses ? Je crois pas. Je crois pas, hein. On est pas mal, hein. Ouais. On va pouvoir passer à la partie, la dernière partie, la 3e partie, où on va se focaliser sur toi. Oh putain. Et ton parcours. Alors. Bonjour. Donc l'idée pour nous là, c'est de savoir déjà d'où tu viens. Toulouse, région toulousaine. Les études, déjà, tu te penchais vers les métiers du son. Alors, quand moi j'étais assez jeune, j'avais un attrait pour la danse. Donc, famille de, j'allais dire footballeur, pas du tout, mais Toulouse, quoi. Le rugby, le football, voilà. Donc, évidemment, quand j'ai voulu faire de la danse, on m'a fait un ballon, hein. Voilà, un truc à la con. Je pense que j'avais toujours eu un attrait pour le son très rapidement. J'ai voulu faire de la musique, des choses comme ça. Bon, c'est pas des choses que j'ai pu faire pour des histoires de moyens de mes parents, hein, tout simplement. Les écoles de son, ça n'existait pas. Ouais, voilà. Et j'ai évolué, moi, dans une famille qui était plutôt dans la restauration. Et puis, j'avais pas envie de rester à l'école. Donc, ça m'allait bien. Je suis parti, moi, sur un lycée hôtelier. Donc, je suis parti faire un lycée hôtelier à Souillac. Et à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré une musique qui s'appelle la techno. Et déjà, je faisais un petit peu de son avec des ordinateurs, puisque je travaillais sur Soundtracker, sur Amiga 500, où je travaillais donc en 12 bits à faire des sons avec ça. Et je faisais un petit peu de techno. Et très vite, j'ai fait des lives de techno, en fait. En gros, j'ai fait 10 ans de live de techno où j'ai eu la chance de jouer avec des gens comme Jeff Miles, Carl Cox, Richie Houghton, Plastic Man, enfin tous les gros de cette époque-là, j'ai eu la chance un petit peu de les croiser. Et en parallèle, donc, j'étais à l'armée. Et à l'armée, en fait, j'ai eu la chance, par rapport au parcours hôtelier que j'avais, de me retrouver maître d'hôtel d'un amiral sur un bateau. Donc j'ai quasiment fait le tour du monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les bateaux, il y a une régie vidéo, en fait. Il y a une petite régie, en fait, qui permet de faire de l'actualité de ce qui se passe sur le bateau. Grosso modo, c'est ça. Et moi, je traînais, j'avais rien à foutre en fait sur le bateau, hein, parce que moi je m'occupais d'une personne sur le bateau, donc voilà. Et donc à part faire de la muscu et pêcher des mouettes, non, je vais pas la raconter ça c'est pas bien. C'est intéressant ça. Ouais. Non, vraiment on s'emmerdait. Et du coup, j'ai traîné. Il y avait du matériel audio et voilà. Et après, moi en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la guerre en Yougoslavie qui a éclaté au moment où j'étais à l'armée, parce que pour être maître d'hôtel, j'ai fait un service long. C'est comme si j'étais un petit peu engagé. Et du coup, la personne qui s'occupait de la régie m'a demandé si je voulais l'aider à faire tout ce qui était les montages, aller faire des prises de son à terre et tout ça. Et ça a commencé comme ça. Donc tu as été sur le front ?
J'ai pas été sur le front. Non. J'ai une médaille de guerre. Ah ouais. Mais on peut pas dire que j'étais sur le front. Ouais, non, j'ai rien vu de tragique ou quoi que ce soit. Voilà. Et après, quand j'ai eu fini mon armée, évidemment, comme tous les jeunes, quand on a 19 balais, l'armée, on veut pas y être. Parce que voilà, bon bref, pour plein de raisons. Et du coup, quand je suis revenu à la vie civile, je me suis retrouvé directeur artistique de boîte de nuit, enfin, dans des endroits où j'organisais des festivals. Donc j'ai fait des gros festivals électro, acid jazz à l'époque, c'était des choses comme ça, drum and bass, donc j'organisais des choses comme ça. Et en parallèle, le jour, je commençais à aller travailler dans un studio où on faisait justement de la post-prod et de la musique. Donc moi, ce qui m'intéressait, on va pas se mentir, c'est d'être... je vais lâcher le nom, l'ingénieur du son. Je déteste ce mot-là d'ailleurs au passage. C'est technicien son, le vrai terme. Ingénieur du son des Red Hot Chili Peppers, parce que c'était ça à l'époque. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément ce qui m'intéressait de travailler avec des musiciens. Pour plein de raisons qui me sont propres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a eu un jour, un truc qui s'est passé, qui a été pour moi fondateur dans mon métier, qui a été un renversement total de mon approche du son, d'une manière complètement inattendue. Jusqu'à présent, je faisais du studio. Alors, quand je faisais du studio, on est d'accord, j'étalonnais des voix pour des chansons ou pour des pubs à la con. Même mieux... Je vais vous lâcher une perle quand même. C'est-à-dire que le studio à l'époque, en fait, pour arriver à bien boucler les fins de mois, on faisait aussi du téléphone rose. Donc ça, c'était assez drôle. Donc voilà. Donc j'enregistrais. Donc j'étais assez jeune et c'était assez troublant. J'enregistrais du téléphone rose avec des nanas qui avaient 50 balais et qui étaient complètement lubrique. Comment dire, c'était drôle. C'était un passage qui était amusant. Bref, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a envoyé, ça c'est quelque chose que je me souviendrai toute ma vie, aller faire une prise de son pour des interviews. C'était un film institutionnel, donc pas le truc le plus sexy de la Terre, où je suis parti faire une prise de son pour... c'est la première fois. Je partais en extérieur avec du matériel, avec un magnéto, avec un micro, un casque, etc. Pour aller faire des interviews dans une boîte de sidérurgie, de métallurgie, qui s'appelle la CIR, qui faisait des roulements à billes, donc un environnement très bruyant. Donc je suis arrivé là, avec ma gueule de mes 20-21 ans, sans trop me poser de questions, de savoir si ça allait être compliqué ou pas, parce qu'on se pose pas ce genre de questions à ce moment-là. Mais par contre, il s'est passé un truc qui a été juste fondateur pour tout le reste de ma vie. C'est que quand j'ai foutu le casque, en fait, et j'ai entendu l'environnement d'une manière que j'avais jamais imaginée. Et ça m'a posé énormément de questions ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que ça m'a vraiment surpris. C'est-à-dire cet endroit qui était bruyant est devenu un endroit supportable quand j'ai mis le casque. Et j'ai entendu plein de choses super cool, quoi. En fait, j'ai entendu un environnement qui était hyper riche, hyper intéressant. Je peux toujours pas le traduire concrètement. Par contre, c'est là où, en fait, pour moi, c'est devenu une espèce d'obsession de comprendre ce qui s'est passé. Je pense que l'enseignement aussi, le fait que je suis devenu enseignant, est parti de ce moment-là, où j'ai commencé à gratter et essayer de comprendre. Et c'est là où, en cherchant tout seul, en lisant des trucs, je suis tombé sur le GRM, le groupe de recherche musicale, avec des recherches de Pierre Schaeffer, avec toutes ces histoires d'écoute réduite, l'écoute causale, enfin, toutes ces choses-là, en fait, qui font qu'on devient technicien son, où j'ai compris que la matière sonore c'était quelque chose en fait de formidable et que l'environnement qu'il y avait autour de nous est peut-être la plus belle orchestration qui existe et que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte en fait. Que notre cerveau, que l'environnement qu'on a autour de nous, c'est notre cerveau qui fait en sorte qu'il soit potentiellement acceptable de pouvoir vivre dans cet environnement qui est très hostile en fait. Mais notre cerveau a la capacité de pouvoir modifier les fréquences et de modifier le volume sonore. Et ça, on s'en rend pas compte. Et le mixage, en fait, ça vient de tout ça, en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. Et quand on a compris ça, en fait, le son à l'image, c'est quelque chose qui est génial. Parce que du coup, on a cette espèce de maîtrise totale de l'environnement qui est complètement inconscient du téléspectateur. C'est là où il faut devenir critique. C'est là où, en fait, c'est là où je me suis un petit peu découvert cette passion. Je peux pas le dire autrement. Et
après avoir découvert tout ça, c'était quoi tes premiers jobs Ils ont été multiples en fait. J'ai fait beaucoup de voix off en fait au final. Parce qu'on ne te file pas un film. Non, c'est rare. Hein. Je vais être tout à fait honnête, moi mes premiers films je les ai eus il n'y a pas longtemps en fait. Voilà. Mais je pense qu'aussi, alors c'est peut-être un défaut, c'est peut-être une qualité, j'en sais rien. Je m'en fous en fait, en vrai, honnêtement. C'est que je suis cette curiosité là que j'ai eue au tout début, ça a été quelque chose qui a pas arrêté de croître. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi à me dire je vais faire ça. Évidemment, mon rêve ça aurait été de faire des films, de faire que ça. Je pense que ça aurait été mon objectif, même si j'en ai fait maintenant. Hein. Mais j'ai été curieux sur trop de choses. Du coup, j'ai fait du live, j'ai fait du studio enregistrement de musique. J'ai fait des expos, j'ai fait plein de choses en fait. En fait, t'as passé vachement plus de temps à expérimenter. Ouais. T'as plus un cerveau de chercheur par rapport au son maintenant. Alors, de chercheur, je suis pas sûr quand même, parce que j'ai rien trouvé. Non, mais ta démarche, elle est beaucoup plus dans la recherche et dans la compréhension que finalement ça te l'est à un projet ou à un domaine en particulier, non ? Ouais, alors je pense que j'allais puiser. Alors souvent, tiens, par exemple, c'est amusant parce que tout à l'heure, je disais en fait de bien faire la différence entre, quand on parlait de l'école, que les élèves, ils fassent bien la différence, que quand ils viennent, c'est pour de la technique et pas pour devenir musicien. Ce que je leur dis après coup, après avoir dit attention, voilà, ce que je leur dis après coup, n'oublie pas un truc, c'est que la technique va nourrir ton art. Et peut-être qu'au fond, en fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, en fait. C'est plutôt, je fais de la musique à côté. Je fais une musique qui est pas accessible, on va dire, au plus grand nombre, peut-être. Elle est peut-être pour certains un peu compliquée, pour d'autres complètement naze, peu importe. Mais en tout cas, je pense que la musique que je fais a un rapport direct avec mon métier. C'est-à-dire que, par exemple, les sons de ma musique sont que remplis de prises de son. C'est-à-dire que quand je pars en vacances, je pars pas avec un appareil photo. Ça, c'est plutôt ma fille et mon épouse. Moi, je vais partir avec un magnéto et je suis ce qu'on appelle un sound hunter, en fait. C'est-à-dire que je fais des collections de sons. Et ces sons-là, évidemment, je les utilise dans la post-prod parce que j'estime qu'il faut faire ça. Mais par contre, je vais beaucoup l'utiliser pour ma musique aussi. Parce que tout ça, évidemment, Pierre Schaeffer, musique concrète. Et je pense que c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré. Alors, je suis pas du style à rentrer le soir à écouter de la musique concrète. Hein. Moi, j'écoute plutôt du hip-hop, qu'on soit clair avec ça. Mais je trouve que toute cette démarche-là, elle est hyper intéressante. Et puis, la techno n'y est pas non plus pour rien. Cette espèce de construction qui est très binaire, en fait, au final, mais qui est un amoncellement de synthèse et de matières sonores les unes au-dessus des autres pour créer une espèce d'harmonie qui crée quelque chose que je ne pourrais pas définir. Voilà, je peux pas mettre des mots là-dessus, mais je pense que les deux se sont nourris. Et en gros, ça a été ça mon parcours en fait. D'accord. Voilà. Ouais. Et je pense que maintenant, à presque 50 ballets, je me sens peut-être, je suis même pas sûr, hein, mais je me sens un petit peu légitime pour passer la balle en fait. D'accord. Pour voilà, c'est ce que je crois. Ok, et justement, donc toute cette réflexion, toute cette approche du son t'amène à l'enseignement. Ça a été un objectif au départ de ta carrière de te dire un jour je vais passer la balle, ou c'est venu comme ça en fait ? Ouais, pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Pas du tout. Ça a été un moment donné où l'intermittence me permettait pas de gagner super bien ma vie, où je me suis dit j'ai qu'à donner des cours particuliers. Ouais, c'est réellement passé comme ça en vrai. Et du coup, je m'étais jamais intéressé. En fait, je m'étais même jamais, je pense, permis. Je vais même être plus précis que ça en fait. Je suis dyslexique. Ok. Voilà. Et écrire, c'est quelque chose de très compliqué pour un dyslexique. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué comment passer outre cette problématique en utilisant des techniques qu'on appelle le mind mapping, en fait, qui permet de pouvoir écrire des choses, on va dire, avec des images. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pas très... Enfin, voilà, bref. Je vais pas rentrer dans les détails. Et cette technique-là m'a permis aussi de pouvoir écrire des cours. Ce qui est con, hein, mais par exemple, si moi, demain, on me demandait d'écrire de manière linéaire ce qu'est un compresseur, dans ma tête, c'est très clair ce qu'est un compresseur. Je connais toutes les fonctions. Mais par contre, faire une phrase... Pourtant, on a l'impression que je parle correctement, je pense. Mais c'était pas le cas il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que parler, prendre la parole, c'était quelque chose de très compliqué. Et tout cet entraînement aussi m'a permis de construire mentalement des... comment dire ça ?
des espèces de progression pédagogique pour pouvoir expliquer du contenu. Je vois le truc. Je sais pas l'expliquer autrement. Ça a développé ta pédagogie, tout simplement. C'est ça. En fait, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça a été aussi un gain pour moi. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça m'a beaucoup nourri, moi, d'enseigner. D'un point de vue personnel, d'un point de vue de plein de choses. Et du coup, voilà, c'est venu un petit peu naturellement parce que ça a débloqué beaucoup de choses en moi. Voilà, de me sentir légitime parce que j'avais pas fait d'études là-dedans. J'ai fait un truc aussi qui a 20 ans, je me serais dit, mais même pas t'y penses à faire ça. Puisqu'à la base, je vous rappelle, j'ai un CAP en hôtellerie. Il y a 8 ans, j'ai passé un BTS audiovisuel pour pouvoir enseigner en BTS. Donc ça aussi, il y avait une espèce de revanche aussi que j'avais peut-être besoin de me prouver peut-être aux autres. Ben, les autres n'en ont rien à foutre parce qu'autour de moi, j'ai que de la bienveillance. Mais peut-être que j'avais besoin de le faire à un moment donné, de me prouver que j'étais capable de le faire, en fait, que je n'étais pas plus con qu'un autre au final. Et que j'avais ces capacités et que je pouvais les montrer. Bref, voilà, je pense que c'est tout ça en fait. Ouais, c'était très complet, très intéressant. Je sais pas. Bah oui. Tu m'as posé une question, j'y ai répondu. Non, c'est très bien. Alors, on va bifurquer sur 2 choses d'actualité. Ouais. La première, qui est vraiment un attrait au développement de l'enseignement en France, globalement. Donc, le gouvernement actuel a mis en place ce qu'on appelle le plan France 2030. Oui. Donc, pour rappeler dans les grandes lignes aux gens ce que c'est donc une aide, c'est comment on pourrait dire, une subvention qui est versée par l'État en fait aux projets qui sont les plus novateurs et qui peuvent amener la France à un autre niveau d'ici 2030. Donc dans l'enseignement et l'audiovisuel, il y a eu ce genre de mise en place. Pas mal d'établissements, notamment à Montpellier, ont eu accès à ça. Tu penses quoi de ce plan et comment tu te positionnes pour une école qui vient d'ouvrir et qui du coup n'en bénéficie pas? Non, moi j'en bénéficierai pas. Parce que j'en sais rien d'ailleurs, je me suis pas posé la question, honnêtement, parce que j'en suis pas là à demander de la subvention. Je suis un peu la tête dans le guidon, mais la question se posera à un moment donné, à savoir si, encore une fois, je peux être légitime à demander ce genre de choses. J'ai pas trop d'avis en fait là-dessus. Moi, je trouve que non, la seule chose que je peux te dire, c'est que si ces thunes, elles sont bien utilisées pour le bon, et que ça apporte quelque chose pédagogiquement aux élèves. Moi je dis banco quoi, il faut pas hésiter une seule seconde. Je sais pas s'il y a des écoles qui investissent vraiment dans ce qui va se passer, par exemple, j'en sais rien. Je prends des exemples qui me viennent comme ça, hein. C'est pas peut-être les meilleurs exemples, mais par exemple, il y a quelque chose qui, pour moi, les élèves doivent apprendre en audiovisuel. Je peux même pas parler d'audio pour le coup, hein, mais c'est toutes ces histoires avec des murs LED, des trucs comme ça. Enfin, je pense que s'il y a 100 000 euros à craquer, si une école prend ça, je pense qu'elle a formé. Une école doit former aussi. Je trouve qu'il y a trop peu d'écoles qui ne forment pas au maquillage. Oui. Et il n'y en a qu'une à Montpellier, je crois, qui le fait. Et ils ont raison de le faire parce qu'il y a du taf. Les costumes, les décors, le script. Parce qu'on parle de script cinéma, mais le script télé, c'est aussi beaucoup recherché. Je sais qu'à France Télévisions, ils en recherchent. Ils galèrent. Moi, j'ai des anciens élèves à moi qui ont fait des carrières là-dedans. En fait, il y a plein de petits métiers comme ça, en fait, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que foutons les thunes aussi là où il y a besoin, quoi. oui, tout simplement. Enfin, je sais pas. Voilà. Après, j'imagine qu'il y a des gens très, 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 très intelligents, parce qu'il y a toujours des gens très intelligents à la tête des pouvoirs publics. Et je pense qu'ils ont eu des discussions avec ces messieurs des écoles. Voilà. Et j'ose espérer. Et j'en connais, hein, moi, sur Montpellier. Voilà, enfin, je suis pas là pour faire de la pub, moi je suis là pour pas parler des autres écoles, mais je sais qu'à Montpellier, il y a une école qui, pour moi, fait le job, par exemple. Voilà. Il n'y en a pas 36 en cinéma. De toute façon, il n'y a qu'à voir le taux d'embauche qu'ils ont, par exemple. Mais j'ai pas besoin, ils ont les gens à les gratter, enfin, vous verrez bien, quoi. Mais voilà, mais on peut aller encore plus loin. D'accord. De toute façon, on peut toujours aller plus loin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais ouais, non, je sais pas, franchement, là-dessus, moi, pour l'instant, je crois que j'en suis pas là. La question, ça serait plutôt qu'est-ce que tu ferais si toi on te file 50 000 balles? J'ai envie plutôt de le prendre dans ce sens-là. Ouais, carrément, ouais. Ben, moi, si on me file 50 000 euros, en fait, grosso modo, je pense que je fais une salle de concert encore plus grande. Oui, ok. Voilà. Et je pousse le bouchon sur la production encore plus loin. C'est-à-dire que parce que ça c'est pareil, enfin, dans les métiers de l'audiovisuel, c'est très très compliqué de dire à des gamins allez trouver du stage. Moi le premier, hein, quand je suis en session de mixage, j'ai pas le temps de m'occuper d'un stagiaire en fait. Donc je pense que les écoles
devrait trouver une espèce de chemin. C'est en tout cas, encore une fois, une chose que moi je vais tenter, honnêtement. Mais je pense qu'on peut essayer de faire des projets très professionnels dans une école, sans pour autant aller piquer du boulot. Oui. Aux boîtes de production. Parce que c'est ça aussi le danger. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que l'idée d'une école, nous on a besoin, par exemple, dans une école de son, tu es bien d'accord avec moi, je vais avoir besoin de mixer des films, pour que ce soit intéressant pour les élèves, mixer des groupes. Bon, voilà, dans l'école, il est hors de question qu'il y ait des groupes professionnels qui viennent. Sauf pour un jour, pour faire un enregistrement bien droit, parce qu'un groupe qui joue carré, c'est quand même plus agréable à mixer. Mais l'idée, c'est plutôt de travailler avec les écoles de musique de Montpellier pour faire venir des groupes amateurs et pour les aider à avoir une espèce de marche-pied pour qu'ils aient leur première maquette et qu'après, ils puissent aller dans des gros studios, ou dans des studios en tout cas. Ouais, bien sûr. Voilà, mais je pense que les 50 000 balles, je les utiliserai pour ça. Pour avoir une espèce de marche-pied à la culture qui est l'emploi de nos jeunes qui sortent de nos écoles en fait. Et dernière question, que penses-tu des évolutions qu'on a autour de l'intelligence artificielle, surtout dans les métiers du son actuellement? Alors généralement la question je la pose plutôt pour la prod à l'instant T, quels sont les outils qui peuvent poser problème ou pas, au contraire, ou les jobs qui peuvent disparaître ou pas. Là plutôt dans l'enseignement, est-ce que tu vas avoir un axe là-dessus pour préparer les jeunes à ça? Alors oui, je vais être tout à fait honnête, c'est-à-dire qu'en fait je travaille avec des labels de musique. Parce que dans l'aspect de la formation, les élèves ne sont pas formés à une spécialité, comme je disais en introduction. Ils sont formés à devenir des espèces, pour moi, je les appelle, avec un petit nom sympa, je les appelle les 4x4 de l'audio. C'est devenir des espèces de 4x4 de l'audio à la sortie, mais qui puissent comprendre un petit peu tout ce qu'il y a sur le marché du travail et pouvoir les prendre. Donc il y a les 3 aspects techniques, on va dire la post-production, le live et le studio d'enregistrement musique, d'accord ? La matière sonore, c'est la même dans les 3. Voilà, après, il y a des approches qui sont un peu différentes et plein de petits métiers à l'intérieur qui sont hyper intéressants. Et après, il y a tout le côté entrepreneurial. Côté entrepreneurial, pour moi, je l'ai fait briller, on va être tout à fait honnête, sur la brochure et sur la devanture de l'école en marquant label management. Mais ça cache plein de choses derrière, en fait. Et dans le label management, justement, les labels avec qui je travaille sont très attentifs à tout ce qui va être l'IA. L'IA existe déjà en fait. Elle existe déjà de base. En fait, c'est quelque chose en fait que les gros labels se sont pris dans la tronche, excusez-moi l'expression, il y a une dizaine d'années avec Believe. Believe, juste pour rappel, Believe c'est quoi? C'est un entrepreneur qui a aucun rapport avec l'industrie du disque, qui est juste un programmateur. À la base, c'est ça, dans les grandes lignes. Et le gars, il monte une espèce de site parce qu'il se rend compte qu'en fait, pour pouvoir faire de la distribution numérique, c'est pas la peine d'être un label en fait. C'est-à-dire que lui, il a le droit, s'il paye Apple, voilà, avec des histoires de rétribution de droits, etc., donc rien de bien compliqué en soi, de pouvoir proposer à n'importe qui, au monde, n'importe qui, pour 30 balles, d'être distribué dans le monde entier. C'est ça le constat qu'il fait. Le génie là-dedans, c'est qu'en fait, lui, il s'en rend même pas compte, parce que c'est la petite histoire dans l'histoire quand même. Ce qu'il se rend pas compte, en fait, c'est qu'il a pondu un outil qui est démoniaque. Pourquoi cet outil est démoniaque? C'est parce que l'algorithme, qui est une sorte d'intelligence artificielle, a la possibilité, avant même l'artiste, de pouvoir avoir des datas où en fait, il va y avoir une espèce d'excitation en fait, des vues et des écoutes avant même que tout le monde s'en rende compte. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est une espèce de IA en fait qui voit dans le futur de l'artiste qui va pouvoir émerger. Ça, personne l'a vu venir en fait. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on va pas se mentir, y a plein d'artistes qui n'existeraient pas à l'heure actuelle parce qu'ils n'auraient jamais été dans les radars. Des Stromae, ça n'existerait pas. Je parle de gars qui font des gros tubes et tout le reste, mais il y a plein de trucs. N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, juste pour que les gens se rendent compte, c'est 1 million de titres en France qui sont téléchargés pour 30 000 qui dépassent les 1000 vues, les 1000 écoutes par jour. Ok, oui. Donc imaginez bien en fait que le gars de Believe, lui, il a la même mise en fait sur toute la production audio au monde. Donc en fait, tout ce qui est les IA, tout ce qui est induit de ça, c'est hyper important de les comprendre. Parce que si on ne les comprend pas et si on ne travaille pas avec, on ne peut pas développer de l'artiste en fait. Et ça, tous les gros producteurs, un petit peu les vieux loups en fait, qui à l'époque ont fait machin et qui continuent à être sur un ancien modèle, se sont mangés les dents en fait, mais violemment quoi. Et là, ils sont tous en train de dire putain, mais en fait, on n'avait pas compris à l'époque quoi. Donc là, il y a un rétropédalage. Là, on est un petit peu là-dedans en ce moment. Donc, et voilà, l'IA fait partie de tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de néfaste, parce que c'est un outil. Il faut le prendre comme un outil. Moi, il n'y a rien qui me fait flipper là-dedans en fait.
Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui flippent de l'IA. Bon voilà, le fantasme de Terminator, moi je l'ai comme tout le monde, mais parce que j'aime la SF et que j'ai pas peur d'être remplacé par un robot, parce que si on les a créés, allons-y quoi. Enfin, voilà, peut-être qu'ils feront moins de merde que nous à l'arrivée quoi. Mais bon, non, ça me fait pas peur. Et si on parle maintenant de tout ce qu'on utilise en audio, Isotope, l'IA, elle existe depuis longtemps. Enfin, je suis désolé. Ouais, des logiciels qui vont trouver les soupirs, qui vont trouver les bruits de bouche, les machins, c'est de l'IA en fait. Donc nous dans l'audio, ça fait très longtemps qu'on en utilise en fait. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans quoi. Donc non, voilà. Oui, même Ableton Live qui cale les tempos, c'est de l'IA, je suis désolé. Sommaire, mais ça en est. Donc non, il y a rien d'inquiétant là-dedans. Au contraire, en espérant que ça développe plein de nouvelles choses au niveau culturel. Ouais. Et c'est ce qui se passe systématiquement. Toutes les nouveautés qui peuvent exister, que ce soit dans l'audio, la vidéo, sont issues en fait des nouvelles technologies. Un autre invité là, qu'on a reçu il y a quelque temps disait que en fait le temps qu'on gagne avec l'IA, c'est du temps qu'on peut allouer à autre chose, et donc comme tu le disais, clairement, au développement d'artistes ou clairement les chats GPT, tout ça, c'est un outil quoi. Enfin voilà, il faut pas en avoir peur, il faut pas que ça devienne aussi non plus l'outil de foi, je sais pas comment le dire, le truc ultime où en fait on pose une question, c'est dit et c'est bon. Non, il faut creuser quoi. Il faut creuser, c'est là où ça devient intéressant. Voilà, si on parlait de musique électronique, de mon point de vue, il y a justement Aphex Twin, ou Square Pusher, c'est un peu vieux, mais il y en a plein maintenant de nouveaux qui font des trucs aussi super intéressants, où là la musique électronique est poussée à son extrême par rapport à une machine et par rapport à ce que peut donner une machine, et après il y a toute la soupe qu'on connaît quoi. Voilà. Bon, la soupe utilise ChatGPT de manière, je mets un truc et il me le ressort et je le donne aux gens à manger, ils sont contents et c'est très bien. Et puis après vous avez du Aphex Twin qui va utiliser l'outil et qui va le pousser à l'extrême, voilà, qui est peut-être pas audible pour tout le monde, mais on s'en fout encore une fois. Tout à fait, donc ça fait plaisir aux gens. Ça me pose pas de problème en vrai. C'était chouette. On a quand même fait une bonne heure à parler de son. Une formation autour du son, c'est quand même très chouette. C'est la première fois qu'on fait ça, donc c'était cool. Pour faire un petit peu de promo, donc l'ouverture en octobre. Ouais, l'ouverture en octobre. Il y a des portes ouvertes toutes les semaines, pour ceux qui sont de la région ou pas. D'ailleurs, si on voyage très vite en train maintenant et en avion. Ouais. Non, mais c'est pas bien l'avion, mais ou en trottinette. Mais en gros, voilà. Nous, l'école, là, on a fait des ateliers aussi. Donc, il y en a 2 ateliers qui sont des ateliers gratuits. C'est juste de la découverte. Donc, ça s'adresse quand même aux 17-25 ans. Voilà, post-bac. Ils peuvent venir à l'école faire ces 2 journées. Vous allez sur le site d'Acoustique. C'est Acoustique, école. Vous tapez Acoustique, vous allez le trouver. Et du coup, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc c'est des journées où vous allez faire 2 heures le matin avec moi en fait, où on va parler mixage musique et mixage cinéma dans notre auditorium, désolé, j'arrive pas à trouver le mot, ça bug. Voilà, où je vais leur présenter les outils en Dolby Atmos, leur faire écouter ce que c'est que la musique en Dolby Atmos, parce que c'est quand même assez incroyable. Ensuite, après le repas, ils passeront 2 heures dans notre salle de concert, parce que oui, nous avons une salle de concert. Nous ne louons pas une salle de concert pour former les jeunes au live. Nous avons une salle de concert. J'insiste. Donc du coup, les élèves découvriront avec un ingé son live. Vous avez quoi, une salle de concert? Ah, une salle de concert. C'est une salle où il y a un gros système son, avec des processeurs, tu vois, des retours et des instruments de musique aussi, accessoirement. Voilà. Et après, ils passeront 2 heures dans un studio d'enregistrement de l'école aussi. Pour décortiquer un mix, avec un ingé son qui expliquera. Après, moi, ce que j'encourage les gens, et ce que je dis tout le temps, c'est n'attendez pas les portes ouvertes pour aller voir les écoles. Comme ça vous permettra de voir le matos dans l'école, n'importe quand. Donc du coup, vous pouvez nous appeler et l'heure d'après, on peut vous recevoir en fait pour faire une visite privée, vous expliquer aussi la philosophie de l'école. Donc si vous avez écouté l'émission, normalement, je pense qu'on est pas mal là. Je pense que vous êtes pas mal. Mais bon, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas approfondies et que vous aimeriez. Donc n'hésitez pas, vous pouvez appeler l'école. Il y a des gens qui vous répondront ou moi. Enfin voilà. Voilà, et est-ce que... on n'a pas parlé de la durée des cursus peut-être, rapidement oui, il y a 2 cursus, donc il y a un cursus en 2 ans, en fait, qui est, on va dire, pour tous les gens qui veulent faire du son, qui ont une passion pour la matière sonore et qui ont envie de devenir technicien son, du coup c'est en 2 ans. Comment se passe une année scolaire? C'est 650 heures de cours par an, c'est pas de l'alternance.
J'insiste bien là-dessus parce que l'alternance, c'est encore un truc auquel je ne crois pas. Donc voilà, je comprends que l'alternance, ça peut être pratique pour payer les études, ça c'est quelque chose que j'entends tout à fait. Mais bon, voilà, si on faisait la même chose en alternance, ben, ça serait pas 2 ans, ça serait 4 ans. Donc du coup, ça reviendrait au même au niveau du tarif. Du coup, c'est 2 ans, les cours, c'est des semaines complètes. Donc c'est des semaines, aussi ça c'est un choix de ne pas faire des modules complets où ils vont faire 2 semaines de live, 2 semaines de studio, parce que je pense que les élèves, on les perd un petit peu. Donc il faut que ce soit vivant dans toute la semaine. Donc ils ont des cours d'anglais. L'anglais c'est pareil, c'est pas de l'anglais où, comme on pourrait l'entendre, où ils sont assis à une table, c'est plutôt des cours de théâtre, de mise en situation où ils vont parler anglais, lire des fiches techniques en anglais, c'est-à-dire arriver à communiquer avec des techniciens en anglais, des musiciens en anglais. Il va y avoir des cours de management, là c'est pareil, les cours de management c'est le management de manière générale pour gérer une entreprise, mais aussi savoir gérer de la colère, de la frustration, parce qu'on est avec des artistes, on est avec des réalisateurs, on est avec des gens en fait qui ont des choses à expliquer et à montrer. Donc il faut arriver à gérer ça se gère. Des cours d'économie et de droit, bon ça j'ai pas besoin d'expliquer. Des cours d'histoire de la musique. Les cours d'histoire de la musique c'est pareil, c'est des spécialistes dans leur domaine, c'est pas quelqu'un qui va donner des cours toute l'année. Il y en a qui vont revenir parce qu'ils sont spécialistes en plein de choses. Mais par exemple, le gars qui fait du reggae, ben, c'est un gars qui fait du reggae depuis 40 ans qui va vous expliquer le reggae et qui va vous dire quoi écouter et pourquoi le reggae c'est comme ça et qu'est-ce que ça a donné comme autre style, etc. Et ensuite, il y a du solfège. Donc 2 heures de solfège, c'est pareil, c'est pas pour... Ça va vous servir en tant que musicien, hein, évidemment, mais c'est aussi surtout pour avoir le vocabulaire de musique. C'est super important. Et après, l'autre moitié de la semaine, c'est que du TP. Donc ça fait grosso modo du 13h. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Ça, c'est l'année, c'est le cursus en 2 ans. En deuxième année, vous avez un projet professionnel. En première année aussi, mais bon, et voilà, c'est un petit projet. Mais la deuxième année, vous avez un projet un petit peu plus important à mettre en œuvre. L'école a déposé le nom d'un festival qui s'appelle le Fabrique Festival et qui est, on a une licence spectacle à l'école. Donc les élèves vont avoir un festival à construire sur la deuxième année, de A à Z. Et en même temps, ils vont avoir un groupe à développer. Donc un groupe au niveau de l'image, ils vont le développer, un enregistrement studio, faire un clip avec ce groupe, faire une résidence pour le produire sur un concert de entre 15 et 20, 30 minutes selon les morceaux qui seront en place, et les faire jouer dans le fameux festival. Donc c'est un vrai projet de A à Z. C'est pas un festival qui va être dans l'école, hein. Donc ça va être un festival en extérieur. Ça peut être en plein air, donc ce sera une mise en œuvre où on va chercher le lieu, enfin ils vont chercher le lieu, on sera derrière un back-office avec des professionnels, mais on va les accompagner pour monter ce festival de A à Z. Et là pareil, on n'est pas tenu à de la réussite, c'est-à-dire qu'à tout moment, il y a des artistes qui peuvent ne pas venir, qui peuvent abandonner. Un festival, ça peut se casser la gueule. Ce n'est pas grave. Ça fait partie du game, en fait, de comprendre comment on monte. Si c'est pour leur donner un festival clé en main aux élèves, ils n'apprendront rien. Ça sert à rien, ouais. Voilà. Et après, il y a une autre année qui est un cursus qu'on appelle le cursus P, les experts du son. Là, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, parce que, évidemment, comme j'ai été enseignant en BTS audiovisuel, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves. Le BTS audiovisuel, attention, pour moi, c'est un super diplôme. Un diplôme que j'adore. Au niveau théorique, il y a plein de choses qui rendent les gens très intelligents à l'intérieur. Sauf que, si je dois dire un sauf, c'est que c'est très audiovisuel, ce qui est très bien, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce métier-là, mais du coup, il y a beaucoup d'élèves qui se sentent un peu frustrés parce qu'ils ne font pas de son à la musique, ils ne font pas de live, ils ne font pas ce genre de choses, en fait. Donc du coup, là, cette année, l'année SP, c'est en 1 an, et ce n'est que des élèves qui ont fait un BTS audiovisuel qui peuvent rentrer. Ou en tout cas une école de cinéma, mais qui maîtrisent Pro Tools et qui ont des connaissances en physique audio. C'est-à-dire qu'on peut les amener plus loin, justement sur tout ce qui va être le Dolby Atmos avancé, du calage système, du live un peu avancé, des choses un petit peu costauds qu'eux vont pouvoir encaisser parce que voilà, il y a des... Et les 2 ans, ceux qui ont fait 2 ans peuvent rentrer en année SP pour une 3e année s'ils le désirent. Mais il n'y a pas d'obligation. Ok. On a fait un tour complet. Je crois. Hein. C'est pas mal là. Hein, je pense qu'on a un paquet d'infos. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Super chouette. Donc en octobre, à l'ouverture, on regardera ça, on va suivre. Et puis on se voit bientôt, on espère. Ouais. Allez. À bientôt, salut. Merci beaucoup.